Le sang goûtait lentement de la perfusion attachée à mon bras tandis que je serrais de toutes mes forces contre ma poitrine mon fils nouveau-né. Signe, siffla ma belle-mère, Monique Delattre, en jetant les papiers du divorce sur mon lit d'hôpital avec le même dédain que si j'avais été un sac d'ordures. Derrière elle se tenait Chloé Garnier, la femme qu'ils avaient choisie pour mon mari, Thomas Lefebvre. À son doigt brillait, comme une provocation, mon alliance, et son visage affichait ce sourire satisfait de la gagnante. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'un seul appel téléphonique de ma part pouvait anéantir en un instant tout ce qu'ils avaient construit pendant des décennies. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je m'appelle Camille Moreau, et ils m'avaient toujours traité de chasseuse de fortune. Quelle ironie, n'est-ce pas? Car ils ignoraient que je possédais plus d'argent que toute leur famille n'enverrait en 10 vies. Mais je m'avance. Permettez-moi de revenir au tout début, à l'instant précis où j'ai commis la plus grande erreur de ma vie, tombée amoureuse d'un homme trop faible pour me protéger de sa propre famille. L'histoire que vous allez entendre n'est pas seulement un récit de trahison. C'est une histoire de patience, de pouvoir et de la vengeance la plus douce que l'on puisse imaginer. Restez avec moi, car à la fin de ce récit, vous comprendrez pourquoi le silence peut être l'arme la plus dangereuse qui soit. J'ai rencontré Thomas Lefebvre il y a 2 ans, lors d'un gala de bienfaisance organisé dans l'une des salles les plus prestigieuses de Paris. J'y assistais en tant que donatrice anonyme. À peine 1 heure avant notre rencontre, j'avais signé un chèque de 5 millions de dollars pour un hôpital pour enfants. Mais en me voyant dans une robe simple, il m'a prise pour une serveuse. La vie est parfois cruelle dans son ironie, n'est-ce pas? Il a renversé du crément sur ma robe, s'est confondu en excuses pendant de longues minutes, puis a insisté pour m'inviter à dîner afin de se faire pardonner. Il était charmant, séduisant, et semblait sincèrement gentil. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que quelqu'un me voyait simplement pour ce que j'étais. Ni la directrice générale d'une grande entreprise technologique, ni une milliardaire à la tête d'une fortune de 3,7 milliards de dollars, mais simplement Camille. Voyez-vous, j'ai bâti mon empire à partir de rien. Mes parents sont morts dans un accident de voiture lorsque j'avais 19 ans, me laissant avec leurs dettes et une indemnité d'assurance dérisoire. J'ai appris la programmation seul, fondé ma société technologique dans un studio minuscule, et travaillé 20 heures par jour pendant 5 années consécutives. À 25 ans, j'étais millionnaire. À 28 ans, milliardaire. Mais l'argent a un prix. Chaque homme avec qui je sortais finissait par s'intéresser davantage à mon compte bancaire qu'à mon cœur. Ma première relation sérieuse s'est terminée le jour où j'ai découvert qu'il comptait me demander en mariage uniquement pour accéder à ma fortune. Il s'en vantait même auprès de ses amis. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de cacher qui j'étais réellement. Ainsi, lorsque Thomas m'a invité à sortir, je lui ai dit que j'étais graphiste freelance. Je m'habillais simplement, je conduisais une vieille Renault Clio, et je vivais dans un appartement modeste d'un grand ensemble à Limoges. Ce qu'il ignorait, c'est que je possédais l'intégralité de cet immeuble, d'une valeur de 45 millions de dollars. Seul mon assistant, Nicolas Bernard, et ma meilleure amie, Sophie Martin, connaissaient la vérité. Et tous deux m'avaient mis en garde. Surtout Sophie. Camille, c'est dangereux, me disait-elle. Et si sa famille était horrible? Et s'il te brisait le cœur? Mais j'étais têtu. Je voulais un amour sincère, et je pensais l'avoir trouvé. Les premiers signaux d'alarme ont retenti lorsque j'ai rencontré les parents de Thomas, sa mère, Monique Delattre, et son père, Jean-Pierre Delattre. Vieil argent, vieille valeur, et une cruauté ancienne, profondément enracinée. Ils me regardaient comme si j'étais de la boue sur leurs chaussures italiennes hors de prix. Leur maison, une vaste maison de campagne située dans un domaine privé près de Rambouillet, imposait par son luxe ostentatoire. Les premiers mots de Monique Delattre à mon égard furent « Alors, Thomas dit que vous êtes graphiste. Comme c'est, charmant. » Elle le prononça avec un ton qui donnait l'impression que j'avais avoué fouiller les poubelles pour survivre. Jean-Pierre Delattre grogna quelque chose avant de replonger dans son journal. Mais le pire, c'est que je n'étais pas la seule invitée ce soir-là. Il y avait Chloé. Chloé Garnier, la filleule de Monique Delattre,
mannequin issu d'une famille fortunée. Grande, belle, et cruelle de cette cruauté raffinée que les riches perfectionnent de génération en génération. Elle était assise à la place qui, je l'appris plus tard, m'était destinée, juste à côté de Thomas. Monique la présenta comme un membre de la famille à part entière et fit clairement comprendre que Chloé serait présente à tous les événements familiaux. Tout au long du dîner, elle touchait le bras de Thomas, riait à ses plaisanteries, et me lançait de courts sourires qui criaient. Il aurait dû être à moi. J'aurais dû fuir ce soir-là. Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'en privé, Thomas semblait différent. Il disait m'aimer. Il assurait que ses parents finiraient par m'accepter. Il promettait que leur opinion n'avait aucune importance, parce qu'il m'avait choisi. Je l'ai cru. Mon Dieu, que j'étais naïve. 6 mois plus tard, lorsqu'il m'a demandé en mariage, Monique Delattre a fait un scandale. Elle criait qu'il commettait la plus grande erreur de sa vie. Jean-Pierre le menaçait de lui couper tout soutien financier. Chloé est venue chez nous en larmes, affirmant qu'elle croyait qu'il y avait quelque chose de spécial entre elle et Thomas. Mais Thomas est resté ferme. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Il m'a épousée malgré leur opposition. Le mariage fut petit et glacial. Monique et Jean-Pierre nous honorèrent à peine de leur présence, quittant la réception avant la moitié de la soirée. Chloé, elle, arriva vêtue de blanc, tentant de m'éclipser le jour même de mon mariage. Notre lune de miel sur la côte atlantique, à Biarritz, fut interrompue après 3 jours. Jean-Pierre eut une prétendue urgence professionnelle, et Thomas dut rentrer immédiatement. Le reste de cette semaine qui aurait dû être la plus heureuse de ma vie, je la passai seule dans une chambre d'hôtel, tandis que mon tout nouveau mari travaillait. C'est alors que Sophie m'appela. Je me suis renseigné sur l'entreprise de Jean-Pierre, me dit-elle. Camille, ils sont noyés sous les dettes. Ils auront bientôt besoin d'un rachat, et ils viendront probablement te voir. Je balayai ces paroles d'un revers de main. Je n'avais pas encore révélé la vérité à Thomas, et je ne comptais pas le faire tant que je ne serais pas certaine de son amour. Puis je suis tombée enceinte. J'étais tellement émue. J'imaginais le moment où je l'annoncerais à Thomas, la lumière s'allumant sur son visage, nos projets pour l'avenir que nous construirions ensemble. J'ai organisé un dîner de famille pour partager la nouvelle, mais lorsque je suis arrivé, Chloé était déjà là, assise à côté de mon mari, dans une robe qui devait coûter plus cher que la plupart des voitures. J'ai annoncé ma grossesse, et un silence glacial s'est abattu sur la pièce. Le visage de Monique Delattre s'est crispé, comme si elle venait d'avaler quelque chose de pourri. Eh bien, enfin, a-t-elle lâché. J'imagine que c'était inévitable. Jean-Pierre Delattre a reposé sa fourchette et m'a regardé avec dégoût. Espérons que l'enfant n'hérite pas de tes capacités limitées. La fausse sollicitude de Chloé était encore pire. Tu es sûre d'être prête pour ça, Camille? La maternité, c'est tellement difficile, et tu n'as ni aide ni argent pour une nourrice. C'est à ce moment-là que les véritables tortures ont commencé. Pendant les 9 mois qui ont suivi, ils ont systématiquement cherché à me détruire. Les événements familiaux étaient organisés sans que je sois informé. Plus tard, je voyais les photos sur les réseaux sociaux, Thomas, Monique, Jean-Pierre et Chloé, tous souriants, comme une famille parfaite. J'avais été effacé des photos de famille. Lorsque j'étais malgré tout présente aux réunions, Monique critiquait absolument tout chez moi. Mes vêtements étaient trop bon marché. Mes choix alimentaires étaient mauvais pour le bébé. Ma carrière était honteuse. Et toujours, Chloé était là, touchant l'épaule de Thomas, lui murmurant quelque chose à l'oreille, jouant le rôle de la belle-fille idéale que Monique avait toujours voulu. Au 5e mois de ma grossesse, ils ont convaincu Thomas de déménager dans une maison voisine de celle de ses parents. Personne ne m'a demandé mon avis. Monique Delattre avait une clé de notre maison et entrait quand bon lui semblait, rangeait mes affaires, commentait que tout ce que je possédais venait de brocante et faisait honte à Thomas. Chloé était constamment présente, affirmant qu'elle ne faisait qu'aider. Elles s'asseyaient toutes les deux dans mon salon, discutaient des prénoms du bébé et de la décoration de la chambre, comme si je n'existais pas.
J'ai commencé à sentir le parfum de Chloé sur les vestes de Thomas. Il rentrait de plus en plus tard, trouvant toujours des excuses liées à des projets professionnels avec Chloé. Lorsque j'essayais de lui parler, il me faisait passer pour folle. « Tu es parano », me disait-il. « Ce sont juste les hormones de la grossesse. » Monique le soutenait. « Ne sois pas si peu sûr de toi, Camille. Chloé fait partie de la famille. Tu dois l'accepter. » La fête prénatale fut la goutte de trop. Monique et Chloé avaient tout organisé sans jamais me demander mon avis. Chaque cadeau était adressé à l'enfant de Thomas, et non à l'enfant de Thomas et Camille. Chloé annonça à tout le monde qu'elle serait la marraine. Personne ne m'a posé la moindre question. Personne ne se souciait de mon opinion. Monique Delattre se leva et prononça un discours expliquant que Chloé serait une bien meilleure mère pour cet enfant que certaines personnes, en me regardant droit dans les yeux. Je me suis réfugié dans la salle de bain et j'ai pleuré pendant 20 minutes. Sophie m'y a retrouvé. « Arrête ça, je t'en supplie », me disait-elle. « Dis-leur la vérité. Montre-leur qui tu es vraiment. » Mais je ne pouvais pas. J'avais besoin de voir jusqu'où ils iraient. J'avais besoin de savoir, sans le moindre doute, que Thomas ne me défendrait jamais. Au 9e mois, j'ai surpris par hasard une conversation qui n'était pas destinée à mes oreilles. Monique Delattre parlait au téléphone dans ma cuisine avec quelqu'un de la manière de régler tout cela une fois l'enfant né. Je l'ai entendu mentionner des avocats et la garde. Mon sang s'est glacé dans mes veines, mais je suis restée silencieuse. J'ai tout documenté. Chaque parole cruelle, chaque mise à l'écart, chaque moment de manipulation psychologique. J'ai installé des caméras cachées dans ma propre maison, sans en parler à qui que ce soit, et elles enregistraient leurs conversations en mon absence. J'ai engagé des détectives privés pour suivre Thomas et Chloé. Ce qu'ils ont découvert m'a brisé le cœur, sans me surprendre. Des chambres d'hôtel, des dîners romantiques, des voyages dont je n'avais jamais entendu parler. Ils me trompaient depuis 4 mois. Et pourtant, je suis restée silencieuse. J'attendais. Le travail a commencé à 2 heures du matin. Les contractions étaient si violentes que j'avais à peine la force de respirer. J'ai appelé Thomas. Aucune réponse. Encore et encore. Finalement, j'ai appelé Monique Delattre. Prends un taxi, a-t-elle répondu avec agacement. Nous sommes occupés. J'ai appelé Sophie, et elle m'a conduite d'urgence à l'hôpital. 14 heures de travail, complètement seule, à l'exception de ma meilleure amie qui me tenait la main. Thomas n'est finalement apparu qu'à la 12e heure, imprégné du parfum de Chloé, consultant son téléphone toutes les 5 minutes. Lorsque la sage-femme lui a demandé s'il voulait prendre le bébé dans ses bras, il a répondu. « 1 minute, je dois passer un appel. » Et il est sorti de la chambre. Je tenais mon fils dans mes bras, mon magnifique petit garçon, Léo, et je pleurais. Pas de joie même si je la ressentais aussi, mais parce que je savais ce qui allait arriver. Je les avais entendus en parler. Je ne savais simplement pas quand. 2 heures plus tard, j'ai eu ma réponse. J'étais allongé sur le lit d'hôpital, épuisé, essayant pour la première fois de nourrir Léo. Tout mon corps me faisait souffrir. J'avais des points de suture. Ma poitrine me brûlait, et j'étais si exténué que j'avais du mal à garder les yeux ouverts. C'est à ce moment-là que la porte de ma chambre s'est brusquement ouverte. Monique Delattre, Jean-Pierre Delattre, Thomas et Chloé sont entrés comme s'ils étaient chez eux. Chloé était habillée comme pour une soirée mondaine, robe de créateur, maquillage parfait, bijoux coûteux. Et à son doigt brillait, sous la lumière des néons, mon alliance. La voix de Monique Delattre était glaciale. Nous devons discuter de ton avenir, ou de son absence. Jean-Pierre Delattre a jeté une liasse de documents sur mon lit d'hôpital, juste à côté de l'endroit où je tenais mon nouveau-né. Des papiers de divorce. J'ai regardé Thomas, attendant qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Il se contentait de fixer le sol, lâchement. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Ma voix tremblait. Thomas,
qu'est-ce qui se passe? Monique Delattre s'est avancée, et le venin dans sa voix était si dense que je pouvais presque le sentir. Tu as piégé notre fils avec cette grossesse. Tu n'es personne, sorti de nulle part, et tu n'as rien à offrir. Nous t'avons supporté assez longtemps, mais c'est terminé. Thomas mérite mieux. Il mérite Chloé. À ce moment-là, Chloé s'est approchée, levant la main pour que je voie bien l'alliance à son doigt. Il me l'a offerte la semaine dernière, dit-elle avec un sourire satisfait. Nous sommes ensemble depuis plusieurs mois, Camille. Tu pensais vraiment qu'il avait encore besoin de toi? Elle sortit son téléphone et me montra les photos. Elle et Thomas, dans des restaurants romantiques, en escapade le week-end, s'embrassant dans sa voiture. Mon monde vacilla. La voix de Jean-Pierre Delattre traversa mon état de choc. Signe les papiers. Nous te donnerons 50 000 $. Prends l'argent et disparais. Je serrai Léo plus fort contre ma poitrine. Mes mains tremblaient. Et mon fils, murmurai-je. Le sourire de Monique Delattre était cruel. L'enfant reste. Il fait partie de notre famille. Et toi? Non. Elle tendit les bras vers Léo, essayant de me l'arracher. Je le serrai encore plus fort, et il se mit à pleurer. Non, dis-je. Vous ne pouvez pas prendre mon enfant. Jean-Pierre Delattre appuya sur le bouton d'appel, et 1 minute plus tard, la sécurité de l'hôpital arriva. Cette femme fait une scène, dit Monique Delattre, d'un calme glaçant. Chloé éclata de rire. Elle riait vraiment, en me regardant, vidée, luttant pour mon enfant. Enfin, Thomas parla. Sa voix était faible, pitoyable. Signe simplement, Camille. Ne complique pas la vie de tout le monde. À cet instant, quelque chose se brisa en moi. La douleur, l'humiliation, des mois de torture, tout se cristallisa en une rage froide et pure. Je regardais mon fils en pleurs dans mes bras. Je regardais ces monstres autour de mon lit d'hôpital. Et je pris une décision. Vous voulez que je signe, dis-je. Ma voix devint soudain ferme. Très bien. Mais laissez-moi d'abord passer un appel. Je pris mon téléphone et composai le numéro de Nicolas Bernard, mon assistant. Lorsqu'il répondit, je mis le haut-parleur. Ma voix changea complètement. De la femme brisée qu'il pensait avoir détruite, je redevins la directrice générale que j'avais toujours été. Nicolas, c'est moi. Finalise l'acquisition de l'entreprise de Jean-Pierre Delattre pour lundi matin. Un silence. Oui, Madame Moreau. L'offre initiale était de 340 millions de $. Je regardais Jean-Pierre Delattre droit dans les yeux. Non. Descends à 50 millions. À prendre ou à laisser. Ils ont 24 heures. Je raccrochai. La confusion sur leur visage aurait pu être amusante si je n'avais pas été aussi en colère. De quoi parles-tu? Exigea Monique Delattre. Je souris pour la première fois depuis des heures. Permettez-moi de me présenter correctement. Je m'appelle Camille Moreau, fondatrice et directrice générale du groupe Techvista. Ma fortune s'élève à 3,7 milliards de $. Jean-Pierre Delattre, votre entreprise est au bord de la faillite depuis 2 ans. Vous êtes noyé sous 200 millions de dettes, pour être précise. Mon entreprise était votre seul espoir de rachat. Et vous venez de le perdre. Je vis la compréhension se dessiner sur leur visage. C'était exquis. L'appartement modeste dans le grand ensemble de Limoges où je vivais? Je possède l'immeuble entier. Il vaut 45 millions de $. Ma vieille Renault? Je possède une collection de voitures d'une valeur de 8 millions. Et ce gala de bienfaisance à Paris où j'ai rencontré Thomas? J'étais la donatrice anonyme qui a versé 5 millions. Pas une serveuse, pas une personne insignifiante, mais la jeune PDG la plus influente du secteur technologique du pays. Le visage de Jean-Pierre Delattre devint livide. Monique Delattre chancela presque. Mais je n'avais pas terminé. Je me tournai vers Chloé, et mon sourire devint encore plus glacial.
Cette bague dont tu es si fier est une contrefaçon. Je l'ai remplacée il y a plusieurs mois, lorsque j'ai remarqué qu'elle disparaissait régulièrement. La véritable bague, un diamant de 3,5 carats d'une valeur de 85 000 $, est dans mon coffre-fort à la maison. Je sortis mon téléphone et leur montrai les images des caméras de surveillance. On y voyait Chloé se faufiler dans notre chambre, essayer mes bijoux, prendre des photos pour les réseaux sociaux. J'ai 6 mois d'enregistrement, dis-je en lançant des fichiers audio très clairs, sur lesquels on vous entend, toi et Monique Delattre, planifiez comment vous débarrasser de moi. Dois-je les diffuser? Dès qu'elle signera les papiers, Thomas est à toi. L'enfant l'oubliera. Vous vous souvenez avoir dit cela? Le visage de Chloé devint blanc comme un drap. Elle semblait sur le point de vomir. Je me tournai ensuite vers Thomas. Tu veux le divorce? Très bien. Tu te souviens de ce contrat de mariage que tu n'as même pas pris la peine de lire parce que tu étais soi-disant amoureux. Je sortis de mon sac d'hôpital le document que j'avais préparé pour ce moment précis. Clause d'infidélité. Tu ne reçois rien. J'ai 6 mois de preuves fournies par des détectives privés, photos, factures d'hôtel, relevés de cartes bancaires. Tu as signé une renonciation à toute prétention sur mes actifs, mes biens et mes revenus. La bouche de Thomas s'ouvrait et se refermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Tu m'espionnais, balbutia-t-il. Non, répondis-je froidement. Je me protégeais d'un homme qui n'a jamais mérité ma confiance. Je me tournai alors vers Monique Delattre et Jean-Pierre Delattre. C'était l'instant que j'attendais. Votre entreprise. Je l'achète pour 50 millions de $. Soit 85% en dessous de sa valeur de marché. Vous avez 200 millions de dettes. Mon offre couvre à peine un quart. Jean-Pierre tenta de protester. Tu ne peux pas faire ça. Cette entreprise appartient à notre famille depuis 3 générations. Je haussai les épaules. Il fallait y penser avant de me traiter d'incubatrice. Refusez mon offre et, dans 90 jours, vous déclarerez faillite. J'ai déjà contacté tous vos créanciers. Tous. Monique Delattre tenta une autre stratégie, en enfilant des larmes comme un costume de théâtre. S'il te plaît, Camille, nous pouvons arranger les choses. Nous pouvons être une famille. Pour vous, je suis Madame Moreau, l'interrompis-je. Et non, nous ne le pouvons pas. J'appuyai sur le bouton d'appel, et cette fois-ci, ma sécurité privée arriva. Si professionnelle que j'avais maintenue en attente. Veuillez escorter ces personnes hors de ma chambre. Elles ne sont plus les bienvenues dans ma vie. Jean-Pierre tenta de me menacer. Je vais te poursuivre en justice. Je ris. Vraiment. Sincèrement. Essayez. J'ai 47 avocats à plein temps. Combien en avez-vous? Ah oui, vous ne pouvez plus vous en offrir, n'est-ce pas? Alors que la sécurité les conduisait vers la porte, Monique Delattre fit une dernière tentative désespérée pour arracher Léo de mes bras. Mon agent de sécurité s'interposa immédiatement. Touchez à mon fils et je ferai en sorte que vous soyez arrêté pour agression, dis-je calmement. Et Monique Delattre, j'ai déjà contacté tous les cercles sociaux privés, les comités caritatifs et les associations exclusives auxquelles vous appartenez. Je leur ai transmis les enregistrements de votre cruauté. D'ici demain matin, vous serez sur liste noire à chaque événement de cette ville. Votre réputation est détruite. Je regardais Chloé, qui pleurait désormais. Cette fois, pour de vrai. Ton contrat de mannequin est résilié dès maintenant pour violation du code moral. Je possède 40% de ton agence. C'est fini pour toi. Puis je me tournai vers Thomas. Ton fonds fiduciaire. Il était garanti par un prêt de mon entreprise. J'exige son remboursement. Tu as 30 jours pour rendre 2 millions de $. Bonne chance. Enfin, je revins vers Monique Delattre et Jean-Pierre Delattre. La garde complète de Léo est à moi. Vous avez signé des documents affirmant que je ne vous étais d'aucune utilité. Une preuve parfaite pour le tribunal. Vous ne reverrez jamais cet enfant.
La sécurité les emmena. Chloé criait. Monique pleurait. Jean-Pierre lançait des menaces judiciaires qu'il ne pouvait plus se permettre. Et Thomas restait là, figé, réalisant qu'il avait tout perdu. La porte se referma. Il ne resta plus que moi et Léo. Je regardais mon fils, endormi paisiblement, totalement inconscient de la guerre qui venait d'être menée pour lui. Tout va bien, mon cœur, murmurai-je. Maman est là. Et maman s'occupera de tout le reste. La semaine suivante, l'histoire explosa sur Internet. Une milliardaire de la tech révèle sa véritable identité après une trahison familiale. Les titres faisaient la une de tous les sites d'information, des réseaux sociaux et des plateaux de télévision. L'opinion publique était entièrement de mon côté. On disait que le téléphone de Thomas comptait plus de 800 appels manqués de ses parents. Les réseaux sociaux de Chloé furent anéantis. Des milliers de commentaires la traitaient de briseuse de ménage, de chasseuse d'argent, exactement les mots qu'ils avaient utilisés contre moi. Des photographes campaient devant la maison de Monique et Jean-Pierre Delattre, même s'ils allaient bientôt être contraints de la vendre. Lorsque je quittai l'hôpital 3 jours plus tard, je ne retournai pas chez Thomas. Je me rendis dans ma véritable maison, un penthouse luxueux de 8000 pieds carrés, au dernier étage de la tour la plus exclusive de la Défense. Des baies vitrées panoramiques sur l'horizon de Paris. Une chambre d'enfant que j'avais conçue des mois plus tôt, remplie de tout ce dont Léo pourrait un jour avoir besoin. Sophie est venue vivre chez moi pour m'aider à prendre mes marques en tant que mère, et pour la première fois depuis 1 an, ma maison s'est remplie d'amour, de soutien et de sérénité. Les conséquences se sont déroulées exactement comme je l'avais prévu. L'entreprise de Jean-Pierre Delattre fut vendue pour 50 millions de dollars. Après le remboursement des dettes, il ne leur resta que 3 millions d'une société qui en valait autrefois 340. Ils durent vendre leur luxueuse maison de campagne et emménager dans un petit appartement de 2 pièces dans un immeuble ancien et vétuste. L'isolement social de Monique Delattre fut total. Ses adhésions au cercle privé furent annulées. Ses amis cessèrent de répondre à ses appels. Elle dut faire ses courses dans des magasins ordinaires, conduire une voiture ordinaire, mener une vie ordinaire. La femme qui s'était moquée de moi pour ma prétendue pauvreté vivait désormais la vie qu'elle méprisait. La carrière de mannequin de Chloé s'effondra du jour au lendemain. Son agence résilia son contrat. Les marques retirèrent leurs offres. Ses abonnés sur les réseaux sociaux se retournèrent violemment contre elle. Quelqu'un la photographia travaillant comme vendeuse aux Galeries Lafayette, et l'image devint virale. La bague dont elle était si fière, elle tenta de la vendre, avant de découvrir qu'il s'agissait d'un simple zirconium d'une valeur de 40 $. L'humiliation faillit la briser. Mais celui qui souffrit le plus fut Thomas. Lorsque son fonds fiduciaire fut révoqué, il n'avait aucun moyen de payer. Il perdit tout, son appartement luxueux, sa voiture, son mode de vie, tout disparut. Il dut retourner vivre chez ses parents, dans leur petit appartement exigu. Ils se retrouvèrent tous les 3 entassés dans 2 pièces, survivant grâce aux économies de Jean-Pierre, les regardant fondre mois après mois. Les amis de Thomas se détournèrent de lui. Aucune entreprise ne voulait l'embaucher. Qui voudrait d'un homme ayant trahi une milliardaire? Il devint une histoire édifiante. Un raté dont on se moquait. 3 mois après la naissance de Léo, Thomas commença à apparaître devant mon immeuble de bureau. La sécurité le chassait, mais il revenait sans cesse. Un jour, je sortais avec Léo dans sa poussette, entouré de mes agents de sécurité, lorsque Thomas parvint à s'approcher suffisamment pour me parler. « Camille, je t'en supplie, » implora-t-il. « On peut parler. C'est mon fils. J'ai des droits. » Je m'arrêtai et le regardai. Vraiment. Il avait maigri. Ses vêtements coûteux avaient été remplacés par des habits bon marché. Il avait l'air brisé. « Tu as renoncé à tes droits, » dis-je calmement. « Tu te souviens. »« J'ai fait une erreur, » cria-t-il désespérément. « C'était l'idée de ma mère. »« Je t'aime. S'il te plaît. » Je ne ressentis rien. Ni colère, ni tristesse. Rien.
Tu avais une reine, et tu l'as traitée comme une mendiante, dis-je. Tu avais une famille, et tu as choisi une maîtresse. Tu avais tout, et tu as échangé cela contre le néant. Ne me contacte plus jamais, sinon mes avocats feront en sorte que tu le regrettes encore plus qu'aujourd'hui. Je partis sans me retourner. Derrière moi, je l'entendis s'effondrer sur le trottoir, en sanglots. Les paparazzi immortalisèrent la scène. Le lendemain, le titre faisait la une. Un mari déchu implore la pitié de son ex-femme milliardaire. Je ne lus pas l'article. Il ne méritait plus mon temps. 6 mois après l'effondrement de leur monde, je faisais la couverture de Forbes, Time et Business Weekly. Les actions de Techvista avaient augmenté de 45%. Le petit Léo était en parfaite santé, heureux, et se développait merveilleusement. Je l'entourais d'amour. Sophie, Nicolas, mes véritables amis et ceux qui avaient toujours été là. J'ai fondé un fonds destiné aux femmes à qui l'on avait dit qu'elles ne valaient rien. Nous aidions les victimes de violences domestiques, financions leurs batailles juridiques, leur offrions un logement et une formation professionnelle. Je suis devenu une source d'inspiration pour des millions de femmes qu'on avait forcées à se sentir insignifiantes. 1 an après la naissance de Léo, j'ai organisé le plus grand gala caritatif de l'année. $10 000 le billet, et toute l'élite de la ville était présente. Monique Delattre et Jean-Pierre Delattre regardaient l'événement aux informations depuis leur petit appartement, incapables de payer ne serait-ce que le stationnement près du lieu. Chloé le regardait sur les réseaux sociaux, se souvenant du temps où elle assistait elle aussi à ce genre de soirée. Thomas me vit sur le tapis rouge, éblouissante dans une robe rouge, confiante, forte, heureuse. Je tenais dans mes bras Léo, âgé d'1 an, et je souriais aux caméras. Et je n'étais pas seul. J'avais commencé à voir quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui me connaissait avant que je révèle ma fortune, quelqu'un de bon et sincère, qui m'aimait pour ce que je suis. Lors du gala, je pris la parole. Certaines personnes ont essayé de me briser lorsque j'étais la plus vulnérable, dis-je devant des centaines d'invités. Elles pensaient que j'étais faible parce que j'étais gentille. Elles pensaient que je ne valais rien parce que j'étais modeste. Elles avaient tort sur toute la ligne. Ce soir, nous avons récolté $12 millions pour les femmes qui se trouvent là où j'étais autrefois, afin de leur montrer que leur valeur ne dépend pas de ceux qui sont incapables de la voir. Votre valeur ne diminue pas à cause de l'aveuglement des autres. Les applaudissements durèrent 5 minutes. J'avais les larmes aux yeux mais c'était des larmes de triomphe, pas de douleur. Cette nuit-là, je pensais à Monique, Jean-Pierre, Chloé et Thomas, chacun enfermé dans sa propre vie brisée. Ils voulaient le statut. Je l'avais. Ils voulaient la richesse. Je la contrôlais. Ils voulaient le respect. Le monde me l'avait donné en le leur retirant. Tout ce qu'ils avaient essayé de m'enlever s'était multiplié entre mes mains. Tout ce qu'ils possédaient s'était réduit en poussière. Et le plus beau, c'est que je n'avais pas eu besoin de les détruire. Ils s'étaient détruits eux-mêmes le jour où ils m'avaient sous-estimé. Voilà mon histoire. Ils voulaient que je disparaisse et je me suis élevé plus haut qu'ils ne pourraient jamais atteindre. Ils voulaient m'enlever mon enfant et je lui ai offert une vie remplie de plus d'amour et de possibilités qu'ils n'auraient jamais pu lui donner. Ils voulaient mon silence et j'ai utilisé ma voix pour aider des milliers de femmes à retrouver leur force. Voici ce que j'ai compris. La vengeance n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est simplement vivre si bien que tes ennemis ne peuvent pas détourner les yeux de ton succès. C'est être tellement heureuse que leur cruauté devient insignifiante. C'est transformer ta douleur en force, et tes difficultés en objectifs. Ne laissez jamais personne vous faire sentir petite, alors que vous êtes né pour être exceptionnel. Votre valeur existe, que les autres la voient ou non. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire, c'est simplement refuser de rester en bas quand ils essaient de vous y maintenir. Si cette histoire vous a donné des frissons, appuyez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Abonnez-vous et activez les notifications, parce que je partage des histoires réelles de personnes qui ont refusé de laisser la cruauté gagner. Écrivez en commentaire « Je suis digne ». Créons une communauté de personnes qui connaissent leurs valeurs.
Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est plus fort qu'il ne le pense. Envoyez-la lui. Faites-lui savoir qu'il peut se relever après n'importe quoi. Je suis Camille. Et souvenez-vous, la meilleure vengeance, c'est de devenir tout ce qu'il disait que vous ne pourriez jamais être. On se voit dans la prochaine vidéo.